Bonjour, merci pour votre présence cet après-midi. Qui ne se souvient pas de sa première fois? La première fois que vous avez vécu une expérience qui vous a marqué. La première fois que vous avez conduit une voiture. La première fois qu'un pilote, un élève pilote, fait son premier lâcher solo. Votre premier saut en parachute. Souvenez-vous de votre première expérience de réalité virtuelle. Et si vous ne l'avez pas encore eue, je vous invite à aller sur les stands du salon. Il y a de nombreux exposants qui vous permettront de vivre cette expérience. Cette expérience, si elle est fantastique, finalement, pourquoi? Et qu'attendons-nous, consommateurs, qu'attendent les consommateurs des technologies de réalité virtuelle? Alors, une étude d'Accenture qui a été réalisée fin 2016 auprès de 26 000 consommateurs dans 26 pays différents nous montre que, pour l'instant, les technologies de réalité virtuelle ne sont pas encore très développées et très implantées auprès des consommateurs. Sur les personnes interrogées, 4% seulement ont leur propre équipement. Et 10% envisagent d'acheter dans les 12 prochains mois un équipement de réalité virtuelle. C'est encore peu, et pour l'instant, les cas d'usage qui sont associés à la réalité virtuelle sont limités par rapport à l'investissement que voit le consommateur. On pense évidemment au divertissement, aux jeux vidéo. C'est les premiers cas d'usage qui ont été finalement proposés aux consommateurs, mais il y en a d'autres. Et cette enquête nous apprend justement que, en dehors de ces premiers cas d'usage, ce qui intéresse les consommateurs, c'est l'apprentissage. 40% des consommateurs considèrent ce cas d'usage, l'apprentissage, comme quelque chose de fondamental pour eux dans l'utilisation de ces technologies virtuelles. Après l'apprentissage, il y a aussi le fait de voir des amis, se rencontrer de manière virtuelle avec des amis qui sont situés, par exemple, à l'autre bout de la planète ou de la France. Quant aux entreprises, qu'attendent-elles les entreprises des technologies de réalité virtuelle? Une autre étude, qui cette fois-ci cible l'Europe de l'Ouest, nous montre que les entreprises ne sont pas encore prêtes à investir dans la réalité virtuelle. Alors pourquoi? Pourquoi elles ne sont pas prêtes à investir? Eh bien déjà, pour le coût, tout comme les consommateurs, pour les entreprises, ces équipements de réalité virtuelle ont un coût. Mais quelque chose qui ressort régulièrement dans cette enquête, c'est le contenu. Actuellement, les contenus de réalité virtuelle ne sont pas suffisants pour les entreprises pour qu'elles y voient un investissement qui va être intéressant pour elles. Alors les domaines actuellement très développés dans la réalité virtuelle, beaucoup dans les transports, les industries qui construisent les automobiles ou les équipements, les moteurs, et le cas d'usage qui va arriver dans les prochains mois, qui va être le plus répandu, c'est aussi les services médicaux. On verra des exemples après. Alors, nous avons vu tous les éléments, les raisons pour lesquelles consommateurs et entreprises se posent des questions, hésitent à franchir le pas. Alors, quelles perspectives? Quelles sont les perspectives pour la réalité virtuelle? On envisage 3 scénarios. Un premier scénario dans lequel on va rester dans une évolution telle qu'elle est actuellement. Les technologies de mobilité vont s'améliorer progressivement, puisque si vous avez déjà eu votre première expérience de réalité virtuelle, vous avez pu voir, si vous avez eu par exemple un casque type Vive de HTC, qu'il y a tout de même un équipement un peu encombrant qui est rattaché à un ordinateur qui doit être assez puissant pour pouvoir calculer et vous afficher un contenu virtuel.
Donc ces technologies de mobilité doivent s'améliorer pour que l'adoption soit plus forte. Dans ce scénario, si les technologies s'améliorent, la mobilité, la durée de vie des batteries, puisque si vous ne pouvez suivre avec votre casque, vous ne pouvez avoir une expérience qui ne dure que quelques instants, vous allez être limité, eh bien, on va s'approcher d'un marché type le marché des tablettes. Dans ce scénario, on arrivera à un marché qui correspond à ce qu'on constate aujourd'hui dans la vente et l'implantation des tablettes auprès des consommateurs et dans les entreprises. Donc, il y a deux autres scénarios. Le deuxième scénario, qui est un scénario conservateur, où l'adoption est moins rapide, encore que ce scénario de base. Et dans ce cas, on reste plus sur un marché de niche, qui est plus assimilable aux jeux vidéo, où seulement une catégorie de consommateurs va aller vers ce type de technologie. On parle en termes de marché, on est à 4 fois moins que le marché dans le scénario de base, qui serait de continuer dans cette direction. Et puis le troisième scénario, imagine une explosion des technologies de réalité virtuelle, en imaginant que la technologie mobile, les batteries, s'améliore drastiquement, on va avoir une adoption qui va être beaucoup plus importante. Et là, on arrive à plus de 2 fois le marché du scénario de base et un marché qui s'approche plus des smartphones. Actuellement d'ailleurs, si on reprend l'enquête initiale dont je vous parlais tout à l'heure, les smartphones sont la priorité des consommateurs. Mais surtout maintenant, plus en termes de dernière version de mobile ou de smartphone, mais plus en termes de contenu. Et c'est là où les contenus de réalité virtuelle prennent tout leur sens, puisque les consommateurs attendent du contenu. Donc finalement, quel que soit le scénario, la réalité virtuelle pourra s'imposer auprès des consommateurs, aussi en passant via les smartphones et les contenus qu'ils vont offrir sur des smartphones. Les perspectives et les cas d'usage. Quels cas d'usage pouvons-nous proposer pour la réalité virtuelle ? Alors, outre le jeu vidéo, le divertissement, assister à un événement en direct en 360 degrés alors que vous ne pouvez pas vous déplacer sur cet événement, évidemment, ça c'est un cas d'usage très classique et qui est très important. Ce sont les premiers cas d'usage. On a vu après donc les services médicaux. Imaginez, par exemple, que vous pouvez, comme l'a fait un hôpital en Chine, ils ont pris des radios 2D d'une tumeur du foie. Ils ont créé, à partir de ces radios en 2 dimensions, un modèle en 3 dimensions virtuel de la tumeur. Ils ont pu analyser cette tumeur, ils l'ont inspectée dans ses moindres détails, et ça leur a permis derrière de faire l'opération pour enlever la tumeur, et qui a été un succès. Ce sont des cas qui, évidemment, touchent beaucoup et sont très intéressants pour l'évolution dans le monde médical. On peut imaginer aussi, si on reprend l'apprentissage, pour les formations, de nombreux cas d'usage. Par exemple, si on reste dans le domaine de la médecine, les étudiants de médecine qui doivent disséquer un corps humain pourraient peut-être s'en passer et prendre un casque de réalité virtuelle avec un modèle très détaillé et très précis du corps humain qu'ils pourraient explorer. En termes d'apprentissage, il y a beaucoup d'exemples où vous vous mettez dans un monde que vous ne connaissez pas. Vous pouvez vous mettre dans ce monde pour le découvrir sans avoir besoin d'y aller réellement. C'est très intéressant pour les milieux à risque. On pense par exemple aux militaires. Si vous envoyez des militaires sur une zone de combat, si vous le faites, vous les préparez avant en réalité virtuelle, il y aura beaucoup plus d'impact derrière pour eux, ils seront mieux préparés. Et c'est déjà utilisé, par exemple, dans l'armée britannique. On peut penser aussi aux industries à risque, telles que le nucléaire. Si on veut se préparer à intervenir sur un site nucléaire, on sait que les doses possibles dans la réalité peuvent être atteintes très vite, les doses maximales. L'utilisation de casques et de technologies de réalité virtuelle permet justement
d'essayer et de se former avant d'agir en vrai sur un lieu. Alors, il y a un autre cas d'usage dont j'ai parlé au départ qui intéresse les consommateurs, mais pas uniquement les consommateurs, mais également les entreprises. C'est toutes les technologies de travail collaboratif. Donc, travail collaboratif, mais un peu visioconférence, on pourrait dire, et aussi le fait de pouvoir rencontrer d'autres personnes qui ne sont pas sur le même lieu que vous, dans un environnement virtuel partagé. Imaginez une équipe de designers qui travaille sur un produit. Un designer est dans une ville, l'autre est dans une autre ville, et ils peuvent interagir dans un même monde virtuel, en simultané, ensemble, sur ce modèle en 3D qu'ils partagent dans leur milieu virtuel. Et il y a déjà un grand nombre d'entreprises qui proposent ce type de technologie, et les technologies s'améliorent par rapport à ça, et ça permet vraiment un travail collaboratif, concret, sur quelque chose de virtuel, mais qui vous permet aussi d'éviter de devoir développer l'objet ou le prototype réellement avant de partir sur votre production, disons. Ça permet également de travailler sur des modes plus classiques de visioconférence, et ça vous permet aussi de voir votre famille, vos amis, quand vous êtes en déplacement, dans un milieu commun. Alors, on n'a pas encore les technologies pour se toucher réellement, mais on pourrait imaginer par la suite une amélioration de technologie. Regardez par exemple sur le stand de MK2, vous avez peut-être vu l'expérience Birdly, où vous êtes dans la peau d'un aigle et vous êtes en train de voler presque. Aujourd'hui, à l'heure où nous nous rencontrons, chacun, chacune peut imaginer ce que la réalité virtuelle va lui apporter dans son milieu à lui. Nous avons posé les fondements, l'expérience existe, elle est là, c'est à vous d'imaginer la suite. Je vous remercie.